Bonjour Mathieu Ricard, Bonjour. merci beaucoup de venir sur le stand de Notre Temps. Quelle est l'explication de votre présence au sein de ce Salon du Livre 2015? Ma présence, c'est généralement qu'on me demande de venir. Alors, ce qui m'a un peu décidé, c'est que vous savez, je m'occupe de 140 projets humanitaires Oui, et qu'ils ont proposé donc de faire une exposition dont les bénéfices, les produits de la vente va pour soutenir ces projets humanitaires. Ce qui est particulièrement utile et en ce moment, vu le tremblement de terre au Népal, puisque oui, nous justement. avons une équipe de 50 personnes qui sont déjà implantées depuis 15 ans au Népal dans une clinique que nous avons construite, qui est engagée à plein temps dans les villages et nous avons besoin d'aide. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça qui, entre différentes propositions à droite à gauche, comme je suis finalement qu'un ou deux mois par an en Europe, En Europe, oui. me décide de venir là plutôt qu'ailleurs. D'accord. Et justement, cette clinique au Népal, est-ce qu'elle elle a souffert du tremblement de terre? Alors, la clinique elle-même, non, le bâtiment, non. Mais en même temps, sur le monastère qui est juste à côté, on héberge maintenant 3000 personnes dans la cour du monastère, D'accord, oui. dont les moines prennent de grands soins. Et puis, donc voilà, la clinique maintenant va dans des villages où le gouvernement n'est pas arrivé, parce que le gouvernement il ne se bouge pas du tout. Non seulement ils n'aident pas, mais ils font même un peu obstacle à l'arrivée de l'aide. De l'aide. Et donc, on est engagé à plein temps dans tout ça. Moi, je voulais retourner, puis finalement, je me suis dit, finalement, je suis peut-être plus utile ici en train de trouver de l'aide que Oui, d'avoir oui, deux bien mains de sûr. plus sur place. Bien que sentimentalement, on a envie d'être avec nos Oui. proches, avec la communauté des moines, avec la clinique. Et ça me coûte de rester ici, mais en Ouais, même je temps, comprends. je suis un peu leur ambassadeur pour trouver de l'aide. Justement, et est-ce que vous voulez faire un appel pour de l'aide? Oui, bah alors, si vous voulez, pendant un mois, l'intégralité des dons qui seront sans distinction, qui sont versés sur notre site, Karuna, Karuna-Sechen, SHECHEN.org, vont intégralement. D'accord, vous me donnerez l'adresse et Absolument. puis nous la Je vous donne mettrons l'adresse, c'est parfait. voilà, sur notre site après On a déjà l'interview. raconté quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui est Ah, c'est bien. super, oui. Parce qu'il y a même des gouvernements qui ont donné moins que ça, ce Oui. qui est aussi un peu triste, Oui, ce qui si on y est songe. franchement très triste, oui. Et alors là, pour votre exposition de photos, 108 sourires, les photos qui sont mises en vente, elles vont servir à quoi exactement? Enfin, la vente, la récolte de À la l'argent de vente ces CV, photos. donc Voilà. on dépense environ 2 millions d'euros par an pour ces différents projets. On soigne Oui. 120 000 patients par an dans nos cliniques, 25 000 enfants dans les écoles que nous avons construites. Donc, vous savez, il y a Voilà, mais c'est pas. largement de quoi faire. Je crois y avoir lu que c'était pour l'éducation. L'éducation, on a 25 000 enfants dans des Voilà, c'est écoles. ça. Oui. On construit de nouvelles écoles très souvent, au Népal, en Inde, au Tibet. Oui. Et donc tout ce que je fais d'ailleurs, c'est pas seulement les photos, les conférences, les livres. Moi, j'ai besoin de rien. Donc j'ai la chance de ne pas avoir de responsabilité. J'ai pas de maison, pas de voiture, pas de terrain, pas de famille à nourrir. Donc je peux me permettre de donner intégralement tout ce que je donne. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Je dirais que ça me coûte rien parce que je suis heureux de le faire Oui. et que voilà, j'ai pas de train de vie à maintenir. Nous nous étions rencontrés pour votre livre sur le plaidoyer pour les animaux. Oui. Voilà. Et donc, justement, j'avais une question. Le rapport à l'écriture, enfin, quand on écrit ou quand on photographie, qu'est-ce qui est pour vous touche plus facilement le cœur des gens? Alors, d'abord, il y a de nouveau un autre livre Oui, je sais, oui, qui que vous avez s'appelle fait. Vers une société altruiste, Voilà, qui était en oui. fait une rencontre avec le Dalai Lama et des acteurs sociaux, des économistes qui prônent une économie de la sollicitude, des entrepreneurs sociaux et Tanya Singer, avec qui j'ai coédité ce livre, qui est une grande neuroscientifique. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas un écrivain. Oui, Pour la bonne raison que j'ai été une formation scientifique. On ne peut pas dire que je n'étais pas mauvais élève, je n'étais pas le dernier des gangs, mais je n'excellais pas non plus dans la littérature. Et ensuite, quand je suis parti à 26 ans de l'Institut Pasteur, pendant 25 ans, j'ai quasiment pas lu un bouquin en français. J'ai étudié, alors les livres, oui, mais j'étudiais le tibétain. oui. Tous les textes, je recevais des enseignements, étudiais le tibétain. Donc, je suis revenu, bien sûr, à la suite du dialogue que j'ai fait avec mon père, Jean-François Revel, le Oui. moine et le philosophe. Le philosophe, oui. Mais c'est vrai que ma plume était un peu rouillée, alors qu'elle n'était déjà pas excellente avant. Donc, si vous voulez, j'en suis arrivé à écrire je ne sais plus combien de livres, j'en suis à un certain nombre qui semblent faire un certain écho, mais c'est énormément de travail. Oui. Parce que les idées, je les ai à peu près claires, mais dès que j'essaie de les mettre en forme, ça demande un gros labeur. Alors, je suis rassuré de savoir qu'il y a d'un certain côté, il y a des gens comme mon père. Moi, j'ai vu ses manuscrits. Mon père n'a jamais
n'a jamais possédé une machine à écrire. D'accord, il écrivait tout à Encore la moins un main. ordinateur. Il avait un D'accord. stylo Waterman dont j'ai hérité, mais je l'ai perdu. Et une secrétaire quand il a commencé à être un peu plus connu. Mais en gros, j'ai vu ses manuscrits. Il avait une langue parfaite. C'était vraiment un écrivain né. Il faisait quelques corrections, mais c'était tout bon. Moi, heureusement qu'il y a les ordinateurs, parce que je reviens 10 fois sur le texte et je demande aussi de l'aide à des amis de relire un petit peu. Oui, Donc, si vous voulez, j'ai des idées qui me tiennent à cœur. C'est la seule raison pour laquelle j'essaie de les coucher par écrit et de les partager. Donc, pour moi, le livre, c'est un vecteur d'essayer de contribuer une modeste goutte dans l'océan vers un monde meilleur. oui. Et parce que, si vous voulez, il y a des choses qui brusquement surgissent comme étant, on le lit sur l'altruisme, c'était quelque chose qui, pour moi, est le couronnement d'une vie de réflexion, de pratique spirituelle, de rencontre. Je dis, c'est le concept qui peut aider le monde à surmonter les défis C'est vrai, Pour l'altruisme. les animaux, c'était simplement refléter une incohérence éthique fondamentale. On ne peut pas accorder une valeur non négociable à la vie humaine et puis que la valeur intrinsèque de la vie animale soit quasiment nulle. Donc, si vous voulez tout ça, bon, c'est né de tout ce genre de choses. La photographie, je dois dire, c'est la meilleure façon pour moi de perdre mon temps. C'est-à-dire pas que que j'ai vous le perdiez vraiment pas vraiment. envie d'écrire un rapport sur nos activités humanitaires, que c'est casse-pied comme tout. J'ai dit, tiens, allez, je vais reprendre un peu quelques photos, là, je viens de faire, voir si je peux les mettre en ordre, etc. Et puis, c'est vrai qu'à force de regarder la nature, regarder les visages, c'est pas que vous êtes obsédé par la photo, mais vous avez un œil, instantanément, il y a un endroit quelque part, vous passez en voiture, ah, là, il y a un moment Oui. magique Oui, qui s'impose. oui. Je me rappelle une situation, on était au Tibet, à 4500 mètres d'altitude en voiture, on devait passer un col à 5200 mètres en voiture. On était en retard parce que la route est tellement mauvaise, on fait du 20 à l'heure de moyenne, tout le monde était crevé, on fait des tours, Oui, c'est des immenses tournées en 10, fait. 12 entre heures de guillemets. voiture Oui, dans oui, la oui, journée, donc les gens étaient épuisés. Oui, oui. Je vois brusquement, c'était un peu ce qu'on appelle les heures magiques, la lumière extraordinaire sur le point du coucher du soleil. Une énorme montagne rocheuse avec des rochers rouges en dessous, une grande plaine. Enfin, il y avait. J'ai dit arrêtez. Tout le monde m'a dit mais tu l'as fait 1000 fois, ce genre de photo, ne nous embête pas, on est en retard, on va être pris par la nuit. J'ai dit écoutez, vous me donnez 2 minutes, mais laissez-moi tranquille, 2 minutes. Et j'ai fait quelques images qui restent, disons, qui sont des images maintenant que j'aime beaucoup et qui sont au cœur de ma collection. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné où je crois qu'Henri Cartier-Bresson disait, je ne prends pas des photos, c'est des photos qui me prennent. Il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, ça peut être un visage, vous dites, il faut que je fasse ce portrait. Oui. Évidemment, vous n'êtes pas agressif à aller embêter les gens, mais Non, mais bien il sûr. y a un moment oui. donné où ça s'impose. D'autres moments où vous pouvez, moi je reste 15 jours sans prendre de photos. Si j'ai rien. Alors ce que je peux pas supporter, que je pourrais pas supporter si j'étais vraiment professionnel, c'est qu'on vous envoie pendant 3 jours pour faire un reportage, quelle que soit la lumière, quelles que soient les conditions. oui. Parce que là, vous êtes obligé de sortir quelque chose. C'est un peu un exercice imposé. C'est un côté un peu un défi. Moi, ma façon, c'est de vivre quelque part, d'être là. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose C'est spontané, d'extraordinaire. Il y a quelque une chose. Vous personne ressentez, extraordinaire qui est voilà, devant vous, où il y a un paysage fabuleux, une lumière fabuleuse à 5 h du matin. Et là, vous êtes là. Donc, l'image, vous la capturez, vous la partagez ensuite avec les autres. C'est ça le but pour moi de la photographie, c'est de partager. C'est pas d'accumuler des photos dans mon coin. Non, non, mais bien sûr. Oui, oui. Et donc voilà, donc j'ai un goût pour la beauté intérieure des êtres humains, la beauté d'un maître spirituel qui reflète l'amour, la compassion, la sagesse, la beauté d'un vieillard édenté, la beauté le regard d'un d'ailleurs cette enfant, photo. Oui, d'un oui. enfant avec un regard lumineux et transparent, toute confiance. Ça donne un peu une inspiration sur la beauté de la nature humaine. C'est pas la beauté hollywoodienne Non, ou canon grec. Et puis la beauté de la nature pour inspirer, au travers de cet émerveillement, le respect de l'environnement dont on a tant besoin maintenant qu'on considère que la nature comme une sorte d'instrument pour maximiser les intérêts de l'espèce humaine tout en courant au précipice, quoi. Oui. Donc voilà, c'est ces deux idées-là. Je sais que c'est un parti pris. Certains de mes amis sont des photographes de guerre. Ils en souffrent beaucoup à force de voir toutes ces terribles choses. L'humanité a besoin de savoir que ça existe pour Oui, réagir. il Mais en même faut temps, moi, dénoncer aussi. c'est pas ma Mais c'est un contribution. métier, c'est C'est pas autre ma chose. contribution, ma modeste contribution au monde ne passe pas par ça, passe par donner confiance dans la nature humaine et inspirer à protéger la nature. Donc pour vous, l'homme est quand même fondamentalement bon. L'homme a un potentiel qui est, je dirais pas qu'il est fondamentalement bon, mais il n'est pas non plus fondamentalement Mauvais. mauvais, c'est-à-dire dans le sens de dénaturé. Oui. Donc on parle de la bonté originelle dans le bouddhisme, mais ce n'est pas une bonté, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. C'est qu'il y a un potentiel qui est inaltéré. Mhm. Une pépite d'or,
bah, elle est ce qu'elle est. Alors elle peut tomber dans la boue. Oui, bien On ne peut sûr. pas dire qu'elle est bonne quand elle est enveloppée de boue, même de pire que ça, elle peut tomber dans une fosse septique. Mais la pépite d'or elle-même, vous la sortez, vous la nettoyez, vous la lavez, elle brille de ses feux, l'or n'a jamais changé. Donc c'est cette idée qu'il y a au fond de nous une nature immuable, qui n'est pas teintée par la haine, la jalousie, etc., mais qui peut être complètement masquée par tout ce que nous avons fait dans l'existence, la manière de penser, les valeurs culturelles parfois néfastes que nous avons acquises. Et donc, par contre, ce potentiel, il est toujours là. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc on peut toujours faire venir à la surface le meilleur de nous-mêmes, en quelque sorte. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et moi, ça m'arrive de parler dans des centres de détention, où, Oui. gens qui étaient là depuis 20 ans, qui me disaient c'est encourageant parce que on nous dit vous êtes doublement pêcheur, d'abord parce que vous êtes né pêcheur, ensuite parce que vous avez fait un crime horrible. Alors on dit, on commence, en plus on est en prison pour Oui. ad libitum. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Alors si on dit voilà, vous êtes effectivement là, mais vous avez un potentiel de devenir quelqu'un sur la surface, d'aider peut-être ceux qui sont là aussi, de vous comporter de façon décente, même si vous êtes dans ces conditions, de trouver une certaine sérénité en vous, qui peut s'exprimer de différentes façons, même si les conditions semblent absolument aller tout à l'encontre d'une sorte Oui, de bien-être. en France, en tout Néanmoins, cas, oui, ailleurs. puisque vous y êtes, essayez de voir ça d'une autre manière. Mais en tout cas, pas avec violence, égoïsme, espèce de domination ou dominé, tous ces rapports qu'on voit dans les prisons. Donc ça, il y en a quelqu'un qui m'a dit, c'est une sorte d'ouverture lumineuse à ce qu'on pourrait faire ou devenir, même dans ces conditions très, évidemment. Alors ça ne les innocente pas, Non. mais ça donne une idée qu'il y a une possibilité de transformation chez tout le monde. Il n'y a personne qui est irrémédiablement mauvais, parce que c'est finalement ce qu'on a construit autour de ce potentiel. Merci pour ce joli message d'espoir. Alors maintenant, on va revenir à des choses un petit peu plus triviales. Je vais poser des questions par rapport au livre, puisque nous sommes au Salon du Livre. Est-ce qu'il y a un livre, quel qu'il soit, que vous auriez rêvé d'écrire? Parce que vous l'avez trouvé merveilleux. Non, parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Rêver d'écrire, ça voudrait dire c'est moi qui aurais voulu écrire ce livre. Oui, c'est ça. Oui, c'est la Mais question. non, Oui, oui, absolument non. pas. Je suis ravi qu'ils existent. Je sais que j'aurais pas vraiment pas pu les écrire, donc ça ne me préoccupe pas une seconde. Par contre, il y a des livres que je suis profondément heureux d'avoir lus. Par exemple, Ah bah, c'est vrai que beaucoup, c'est des livres qui sont en des langues un peu peu obscures, importe. à savoir le tibétain, Oui. mais il y a des livres absolument lumineux. D'ailleurs, certains que j'ai tellement aimés que je me suis efforcé de les traduire en français ou en anglais. Par exemple, j'ai traduit l'autobiographie d'un grand yogi du Tibet du XVIIe, XVIIIe siècle, qui s'appelle Shabkar, Oui. autobiographie d'un yogi tibétain. Et quand je l'ai lu, c'est un énorme truc qui fait presque 800 pages, mais qui est extraordinairement inspirant depuis sa jeunesse jusqu'à ce qu'il atteigne au plus haut sommet de la spiritualité, d'un enfant ordinaire dans un fin fond du Tibet jusqu'à devenir un grand maître spirituel, mais il parlait aux animaux comme ça, François d'Assise, etc. D'accord. Quand j'ai lu ça, à mesure que je le lisais tranquillement dans mon ermitage, je me suis dit, mais c'est quand même tellement dommage qu'il n'y ait que quelques Tibétains qui puissent lire ça. C'est une œuvre majeure. C'est comme justement les Fioretti de Saint-François. Oui. Donc du coup, j'ai passé 10 ans à le traduire. Donc ça, ce genre de choses, oui, je suis tellement heureux que ce genre de livre existe. Il y en a beaucoup d'autres dans le monde tibétain. Alors en langue occidentale, c'est plus quand j'ai repris intérêt à ce dialogue entre l'Orient et l'Occident, entre la sagesse, etc. Enfin, promouvoir la compassion, il y a des livres qui ont été importants dans le travail de recherche que j'ai fait, Oui. comme les écrits du psychologue Daniel Batson, qui a écrit un livre sur l'altruisme chez les êtres humains. C'est un livre un peu technique. Bien des livres de Franz de Waal sur l'âge de l'empathie, qui montre que l'empathie est sur une ligne continue dans l'évolution, qu'on retrouve déjà les précurseurs chez les animaux. Il y en a qui m'ont influencé. Enfin, pas au même niveau que ces grands livres spirituels du Tibet. Et puis, il y avait un livre qui avait été traduit en 1930 sur la vie du grand maître qui a apporté le bouddhisme au Tibet, Padmasambhava. Ça s'appelle Le Dicte de Padma. Oui. C'était un espèce d'ambassadeur belge, je crois, ou français, qui se trouvait en Inde et dans des conditions assez mystérieuses. Il a appris le couramment le tibétain. Il a traduit ce livre assez monumental, extrêmement poétique. Effectivement, j'aurais aimé avoir la capacité d'écrire Oui. comme lui. Oui, mais c'est pas de l'envie. Mais c'est pas de l'envie, je veux dire, on se réjouit, on célèbre la beauté de quelqu'un comme ça. Et ça, c'est un livre que quand j'étais encore en France et je ne parlais pas encore le tibétain,
si vous voulez, je lisais un petit peu tous les jours et qui est un des livres fondateurs de ma vie spirituelle. Le Dicte de Padma. Le Dicte Alors, de Padma. c'est un livre rare maintenant. D'accord. C'est pas dans la liste des best-sellers. On essayera de l'écrire au-delà de votre interview. Je vous remercie beaucoup. Je crois que vous êtes attendu Oui. ailleurs. Bon, Voilà. Mais je vais prendre note une fois que la caméra sera coupée je vous donne De- la carte pour l'association. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps.